Bonsoir à toutes et tous. Voilà, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour notre troisième webinaire qui concerne la loi de bioéthique 2021. Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir avec nous Gérard Audibert, qui est le directeur de l'EREJ et également le directeur du site d'appui Lorrain de l'EREJ. Donc voilà, je vous laisse la parole pour présenter notre intervenante et puis notre soirée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content qu'on soit parvenu à organiser ces 3 webinaires là, sur la loi de bioéthique de 2021. Et donc, je remercie beaucoup Madame Gilson d'avoir accepté notre invitation. Anne Gilson est maître de conférence en droit privé à l'Université de Champagne-Ardenne. Et elle est également membre du conseil d'orientation de l'EREJ du site d'appui Champagne-Ardenne. Et elle nous a fait l'amitié d'accepter de traiter ce thème de la création d'un droit d'accès aux origines biologiques dans la nouvelle loi de bioéthique. Anne, je vous laisse la parole. Juste un petit point technique à tous les auditeurs de ce webinaire. Pour des raisons de facilité, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit dans le chat et on les posera ensuite à la fin. On fera une partie débat et ça nous permettra d'anticiper plus facilement l'ensemble des questions. Merci d'avance. Merci Monsieur Audibert, merci Madame Thiriez. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour parler d'un sujet qui généralement est plutôt méconnu du grand public, mais qui est alors peut-être une avancée majeure de la loi de bioéthique, enfin avancée, après le terme peut se discuter, mais qui est en tout cas une nouveauté assez importante de la loi de bioéthique, et qui est un sujet qui concerne un nombre de plus en plus important de personnes, et qui concernera à l'avenir certainement un nombre de plus en plus important de personnes, puisque avant la loi, on parle d'environ 1500 naissances par an grâce à un don de gamètes ou un transfert d'embryon. Et il est presque certain qu'après la loi de bioéthique, ce chiffre devrait augmenter. Alors, juste une petite remarque avant d'entrer dans les détails. Comme l'a dit Monsieur Audibert, je suis juriste, maître de conférence en droit de la famille et en droit de la bioéthique. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je passerai un petit peu plus de temps peut-être sur les aspects filiatifs et les aspects juridiques de ce nouveau droit. Alors, le sujet de l'accès aux origines biologiques dans l'assistance médicale à la procréation n'est pas un sujet nouveau depuis que les techniques de PMA existent, plus précisément depuis que le don de gamètes existe. Le sujet revient assez régulièrement sur la table, notamment lors des débats relatifs à la révision des lois de bioéthique. Et pourtant, jusqu'à la dernière loi, la loi du 2 août 2021, le sujet n'a pas bougé. Le sujet n'a pas bougé, la manière d'appréhender le sujet n'a pas bougé depuis les toutes premières lois de bioéthique qui datent de 1994. Il n'y a eu aucune ouverture, ou même, si je peux m'exprimer ainsi, aucune entr'ouverture. Et le principe est donc resté celui d'un strict anonymat du don des gamètes. Ceci malgré tous les débats qu'il y a pu avoir sur le sujet, les débats législatifs, les débats sociétaux, et en dépit des avancées que l'on a pu constater dans d'autres domaines. Là, je pense en particulier au sujet de l'adoption et à celui de l'accouchement sous X, pour lesquels la recherche et l'accès aux origines a été facilité pour les enfants concernés, notamment avec la création du CNAOP en 2002. Alors, une petite remarque, même si j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, on effectue souvent un parallèle entre la question de l'accès aux origines biologiques dans la PMA d'un côté et la question de l'accès aux origines dans le cadre d'une adoption ou d'un accouchement sous X de l'autre. On effectue souvent un parallèle parce qu'il y a un dénominateur commun, le besoin de connaître ses origines biologiques, mais ce sont deux sujets qui sont différents
malgré ce dénominateur commun, ce sont deux sujets différents qui appellent aujourd'hui à des solutions différentes. Les deux sujets sont traités de manière différente parce que ce sont deux réalités qui, d'une certaine manière, n'ont rien à voir, hein. Quand on parle d'adoption ou d'accouchement sous X, il y a voilà, la question de l'abandon à traiter avec une naissance qui n'a pas été désirée, alors que de l'autre côté, la question de la PMA et de la recherche de ses origines dans le cadre d'une PMA, eh bien, la question de l'abandon n'existe pas. Au contraire, c'est une naissance que l'on a recherchée, que l'on a souhaitée. Il peut y avoir d'autres difficultés, mais en tout cas, les deux sujets restent différents. Alors, je le disais il y a un instant, diapositive suivante, s'il vous plaît, Monsieur Audibert. Je le disais il y a un instant. Est-ce que vous avez tous la deuxième diapositive? On va dire que oui. Alors, je le disais il y a un instant, donc, à l'origine, la question de l'accès aux origines dans la PMA avec tiers donneur, c'est réglé avec la consécration d'un principe légal, un principe fondamental, celui de l'anonymat du don des gamètes. Le principe a été introduit aux articles 16-8 du Code civil, ce qui lui donne une force particulièrement importante, puisque pour un juriste, le Code civil, c'est un peu le droit commun de la matière, et qui a également été introduit en des termes un tout petit peu différents, mais bon, le sens de ces textes est le même, à l'article L 1211-5 du Code de la santé publique. Alors, je vous les ai mis tous les deux sur cette seconde diapositive. Hein, on voit, c'est assez clair. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Donc, cette question de l'anonymat, elle va concerner les deux parties du don, si je puis dire, celui qui donne et celui qui reçoit. Alors, les raisons de ce choix sont multiples. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je pense que j'ai... Alors, les raisons de ce choix d'adopter le principe d'anonymat sont multiples. Il y a d'abord des raisons d'ordre technique, hein. C'est un souci de cohérence que le législateur a poursuivi. La question du don existait dans d'autres domaines, notamment en matière de don d'organes ou de don du sang. Et pour le don d'organes comme pour le don du sang, le principe était celui de l'anonymat. Et il faut savoir que ce principe de l'anonymat a comme corollaire le principe de gratuité qui évite que des éléments du corps humain soient mis sur le marché. Et donc, par souci de cohérence, le législateur a voulu copier ce qui se pratiquait dans un autre domaine en matière de don d'éléments issus du corps humain. Il y a une deuxième raison qui répond plutôt à un motif d'ordre psychologique. Le principe de l'anonymat favorise le maintien de l'unité de la famille légale. Les parents choisissent ou pas de révéler l'existence d'un tiers donneur et on évite ou pas l'ombre d'un parent biologique. Et pour ce dernier, le donneur, le principe d'anonymat va le mettre à l'abri, lui et sa famille, de toute tentative de reconnaissance ou de recherche en filiation de l'enfant issu de ses gamètes. Et puis, il y a une troisième raison, plus juridique, et cette troisième raison va se trouver en droit de la filiation. En 1994, le législateur a fait le choix de privilégier la filiation que l'on va qualifier plutôt de sociale ou de sociologique, c'est-à-dire la filiation telle qu'elle est ressentie, telle qu'elle est vécue par l'individu, et c'est une filiation qui va faire référence à l'identité avec laquelle on grandit, au détriment donc de la filiation biologique. Concrètement, en 1994, il a été décidé que la filiation de l'enfant issu d'une PMA devait s'établir comme la filiation de l'enfant issu d'une relation charnelle,
c'est-à-dire selon la composition du couple parental, marié ou pas marié, mais peu importe qu'il y ait eu un don, on est totalement indifférent à l'hypothèse du don. La seule différence entre la filiation, l'établissement de la filiation charnelle et l'établissement de la filiation issue d'une PMA, c'est que lorsque la filiation est issue, enfin, lorsque l'enfant est issu d'une PMA, eh bien cette filiation va s'imposer aux parents qui n'auront pas le choix de ne pas reconnaître l'enfant si c'est de la filiation paternelle ou de faire le choix de l'accouchement sous X, par exemple, si on est dans le cadre d'une filiation maternelle. C'est la seule différence entre ces deux hypothèses. Alors, cette distorsion entre la filiation sociale d'un côté qui correspond à l'identité de l'individu et la filiation biologique de l'autre n'était pas nouvelle en 1994. Elle est vieille comme le monde, ou plus exactement pour notre droit, elle est vieille comme notre code civil, puisque en 1804, lorsque le code de Napoléon a été adopté, eh bien, le législateur a choisi de privilégier la filiation sociale, par souci de stabilité, par souci d'équilibre. Il a choisi de privilégier la filiation sociale et, par exemple, lorsque le couple était marié, ce qui était le cas dans la majorité des hypothèses en 1804, le père était systématiquement le mari de la mère était systématiquement le père de l'enfant, même si l'on savait que celui-ci n'avait pas pu être le géniteur de l'enfant. Alors, c'était ainsi en 1804. Les réformes du droit de la filiation ont vu l'émergence d'un nouveau principe, un principe de vérité, sous-entendu un principe de vérité biologique. Et l'idée, c'était que dans la mesure du possible, l'enfant devait avoir une filiation juridique qui soit conforme à sa filiation biologique. Et lorsqu'il y avait du coup une distorsion entre la filiation juridique ou sociale et la filiation biologique de l'autre, eh bien, l'idée, c'était de permettre à l'enfant de refaire coïncider l'ensemble de ces filiations. Et donc, on a ouvert de plus en plus la possibilité d'exercer ce que l'on appelle des actions judiciaires en filiation. Et ces actions judiciaires en filiation ont été grandement facilitées par le recours à ce que l'on appelle la preuve biologique. Aujourd'hui, la preuve biologique permet d'établir avec une quasi-certitude si tel individu est l'enfant de tel autre individu et réciproquement. Alors, en droit français, le recours à la preuve biologique est strictement encadré. On ne peut y recourir que dans le cadre d'une action judiciaire, donc encore faut-il que cette action judiciaire soit autorisée. Mais le test qu'on appelle le test ADN se banalise et dans d'autres parties de notre monde, on peut y recourir très facilement. Et on sait aujourd'hui que de plus en plus de Français vont, par jeu ou pour d'autres raisons, vont s'amuser à faire des tests ADN en dehors du cadre légal que la loi française impose. Et la banalisation de ces tests ADN a mené, a montré que le principe d'anonymat dans le cadre d'une PMA pouvait paraître injuste, voire dépassé. Et juste avant les états généraux juste avant la révision de la loi de bioéthique, au cours des états généraux de la bioéthique, eh bien, certaines affaires ont mis au jour que ce principe d'anonymat ne correspondait pas forcément aux attentes des enfants issus d'une PMA. Et je pense en particulier à l'affaire Kermavelzen, dont vous avez entendu parler. Arthur Kermavelzen, j'espère ne pas écorcher son nom, est un enfant qui doit avoir, un adulte maintenant qui a entre 30 et 40 ans, qui est issu d'une PMA avec un tiers donneur, qui s'est battu pour retrouver son donneur, qui a retrouvé son donneur, qui l'a rencontré. Il a publié un livre, je crois, et il se bat depuis des années pour que ce principe d'anonymat laisse place à un droit d'accès à ses origines biologiques. Donc Arthur a rencontré non pas son père mais son géniteur, mais en l'état actuel du droit, les choses sont restées en l'état. Il rencontre un géniteur, mais pas plus. Mais de toute façon, Arthur Kermavelzen, à ma connaissance, ne cherchait pas plus. Alors, en réalité, cette hypothèse, la rencontre entre un donneur et un enfant issu du don, a été envisagée dès l'origine. Puisque dès l'origine, dès les premières lois de bioéthique en 1994, le législateur a pris soin d'insérer une interdiction formelle, celle de faire établir un lien entre le donneur et l'enfant né du don.
Et pour être certain que ce lien de filiation ne s'établirait pas, il a interdit les actions judiciaires en filiation dans le cadre de la PMA. Autrement dit, aujourd'hui, un enfant né du don peut rencontrer son donneur. Biologiquement, ils sont liés, mais juridiquement, ils resteront de parfaits étrangers. Et c'est toujours le cas, même avec la loi du 2 août 2021. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Alors, bien évidemment, les avis divergent à ce sujet. Les avis divergent parce que, d'un côté, ceux qui défendent la règle de l'anonymat, et je pense notamment à M. Leonetti, eh bien, pour ceux qui défendent la règle de l'anonymat, nous ne sommes pas que des produits de notre génétique, nous sommes, selon notre conception française, un produit de, je le cite, un produit de notre culture, de notre éducation et de l'amour reçu. Autrement dit, pour lui et pour tous ceux qui défendent la règle de l'anonymat, connaître ses origines biologiques n'est qu'une chimère et il faut passer outre. À l'inverse, pour d'autres, c'est-à-dire pour une grande majorité de personnes issues d'un don de gamètes, même si nous n'avons pas de chiffres fiables à ce sujet, on parle d'environ 1500 enfants par an qui seraient nés suite à un don. Donc, pour la majorité de ces enfants, ce secret est vécu comme une injustice, celle d'être privés d'une partie de leur histoire. Et ces enfants sont soutenus par un certain nombre d'associations. Ils sont soutenus parfois par les parents eux-mêmes qui eh bien, aimeraient en savoir un petit peu plus sur les possibles antécédents médicaux de leur enfant. Et puis, il y a les donneurs eux-mêmes qui, parfois, aimeraient transmettre un peu plus que de la génétique. Alors, du coup, j'ai zappé une diapositive. Est-ce que vous pouvez avancer d'une diapositive, s'il vous plaît? Donc voilà, les enfants aimeraient accéder à leurs origines biologiques, ils sont soutenus. Et au moment donc, des États généraux de la bioéthique, au cours du printemps 2018, eh bien, ce sujet est revenu sur la table et l'ensemble de ces revendications ont eu un regain de vigueur. Et cette fois-ci, en dépit des positions pas forcément toujours convergentes des différentes chambres, eh bien, le législateur a fini par faire le choix de davantage de transparence, puisque l'article 5 de la loi du 2 août 2021 a introduit un nouveau chapitre dans le Code de la santé publique, un nouveau chapitre intitulé « Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur ». Alors cet intitulé ne fait l'ombre d'aucun doute. Désormais, les enfants issus d'un don de gamètes ou d'un transfert d'embryon, par souci de langage, j'évoque que le le don de gamètes, mais il faut prendre en compte également le transfert d'embryon. Donc les enfants issus d'un don de gamètes vont pouvoir demander à avoir accès à leurs origines biologiques. Alors très rapidement, au cours des débats parlementaires, on s'est rendu compte que, on pressentait qu'on allait arriver à ce résultat, mais pourtant le suspense a duré puisque quasiment jusqu'au vote définitif de la loi, on s'est demandé quels allaient être les contours définitifs de ce nouveau droit. Il y avait quand même des points de dissension assez forts entre les deux assemblées. Aujourd'hui, on en connaît le périmètre nouveau. Ce sera le premier point que je vais aborder. Si vous pouviez avancer d'une diapositive, s'il vous plaît. Mais on verra pour autant que l'ensemble des difficultés n'a pas été réglé et que voilà, certaines pourraient émerger à l'avenir. Alors, en 2021, le législateur a donc créé un nouveau droit que l'on peut, à mon avis, qualifier de fondamental. Un nouveau droit, celui d'accéder à ses origines biologiques ou ses origines génétiques pour tous les enfants issus d'une PMA avec tiers donneur. Et ce nouveau principe a été inscrit à l'article L2143-2 du Code de la santé publique. Alors, c'est un texte relativement long, mais là, pour l'instant, seul le premier alinéa va nous intéresser. Donc, je l'ai dit, toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur. Alors, le principe est clair, l'accès aux origines biologiques est de droit positif, mais pour autant, il ne faut pas en tirer la conclusion que ce nouveau dispositif tire un trait sur le passé
et notamment qu'il met fin au principe de l'anonymat que j'ai évoqué tout à l'heure, qui reste l'un des principes les plus sacro-saints de l'édifice normatif élaboré en 1994. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, on ne tire pas un trait sur le passé, ça peut paraître contradictoire, mais en réalité, ça suppose de comprendre que juridiquement, la notion de secret et la notion d'anonymat ne se rejoignent pas. La notion de secret renvoie plutôt aux conditions de divulgation d'une information. Le secret peut être partagé et le droit, notamment le droit de la santé, connaît des situations où le secret est partagé. Je pense en particulier au secret médical partagé entre différents médecins. Donc le secret peut être partagé, donc il peut être divulgué à certaines personnes que la loi désigne ou que l'intéressé choisit. L'anonymat, en revanche, la notion d'anonymat, en revanche, va faire référence à l'objet de la censure, c'est-à-dire concrètement au nom de l'individu, qui ne sera du coup pas connu, au nom de l'individu que le principe d'anonymat protège. Et au moment où le don est effectué, ce don ne concerne que le donneur et le receveur. C'est-à-dire qu'à leur égard, le principe de l'anonymat s'applique strictement, ce qui signifie que la révélation de l'identité du donneur et inversement la connaissance de l'identité du receveur par le donneur fait partie des éléments interdits, ce qui va limiter, on le verra, le risque de faire un peu son marché, de choisir son donneur ou la personne qui va recevoir son don sur un catalogue. Voilà. En revanche, dans l'esprit de la loi, l'enfant est un tiers à ce don. Il en est le résultat direct, mais il est tiers au don, il n'existe pas encore au moment du don. Et donc, à son égard, selon le législateur, l'anonymat peut être relevé et le secret de l'identité de son donneur peut lui être divulgué parce que la loi le désigne comme tel. Et ainsi, selon les termes de la loi, eh bien, le fait que l'enfant accède à l'identité de son donneur, eh bien, n'est pas comment dire, contradictoire avec le respect du principe de l'anonymat. Alors, pour autant, d'aucuns considèrent, et à juste titre à mon avis, que ce nouveau mécanisme fragilise énormément la conception française de l'anonymat en matière de don de gamètes, et c'est sans doute la raison pour laquelle les parlementaires ont eu du mal à s'accorder sur les modalités de ce nouveau droit. Diapositive suivante, s'il vous plaît. 3 questions en particulier ont dû être réglées. En gros, la question qui se posait, c'était de savoir qui pouvait y accéder, quelles étaient les informations qui allaient être divulguées et comment transmettre les informations qui nous intéressaient. Alors, la première question qui a dû être réglée, diapositive suivante, et même du coup la suivante encore, la diapositive 10, s'il vous plaît. La première question qui se posait de savoir, donc, c'était qui pouvait accéder à ces données identifiantes ou non identifiantes. Et la réponse, nous l'avons à l'article L2143-2, premier alinéa. Alors, la question, en gros, les débats législatifs étaient portés sur la question de savoir si tous les enfants nés ou à naître pouvaient accéder à ces données, si les parents pouvaient accéder à tout ou partie de ces données, et éventuellement si les donneurs pouvaient accéder à certaines de ces données. Alors, en ce qui concerne les parents, en ce qui concerne les donneurs, il y a eu un petit peu un va-et-vient entre les deux chambres. L'Assemblée nationale était plutôt favorable à ce que l'on ouvre un petit peu la porte, le Sénat beaucoup moins. Généralement, les choses se passent ainsi. De toute façon, l'Assemblée nationale est assez ouverte à toute option. Le Sénat toujours un petit peu plus sur la réserve. Et finalement, pour les uns comme pour les autres, le choix d'un principe strict a été maintenu. Ce sont donc les enfants qui sont les bénéficiaires de ce don. Et le législateur a fait le choix d'accorder ce droit à toutes les personnes conçues par assistance médicale à la procréation. Et j'insiste sur le terme
toute personne conçue par assistance médicale à la procréation, parce que ça signifie que le législateur ne va pas prendre en compte l'époque du don. Peu importe que le don soit antérieur ou postérieur à l'entrée en vigueur de la loi, peu importe que la naissance soit antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur de la loi, toute personne va pouvoir demander à accéder à certaines données relatives à son donneur. Toutes les personnes concernées vont pouvoir le demander. En revanche, afin de respecter la vie privée du donneur et dans l'idée que la loi, par principe, n'est pas rétroactive, lorsque le don est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi, eh bien, le donneur va devoir émettre un consentement spécial, c'est-à-dire au moment en gros où la demande lui sera faite, il va devoir spécialement consentir à ce que ces données soient transmises à l'enfant qui est né de son nom. On verra que ça ne sera plus le cas à l'avenir pour tous les enfants dont le don est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi. Si le don est postérieur à la loi, le consentement à la divulgation de ces informations s'effectue au moment du don et le donneur ne pourra plus revenir dessus. D'accord? Donc, désormais, tous les enfants, toutes les personnes issues d'un don vont pouvoir accéder à ces informations avec cette petite nuance qu'on va essayer d'obtenir un consentement spécial lorsque le don est antérieur à la loi. Et la seule condition, c'est que la personne issue du don ait atteint l'âge de la majorité. La deuxième question qui s'est posée, diapositive suivante, c'est de savoir quelles allaient être les informations qui pouvaient être divulguées à l'enfant concerné. Diapositive suivante, c'est toujours l'article 2143-2, premier alinéa qui nous apporte les réponses. Alors, on a hésité, le législateur a hésité. Est-ce qu'il fallait se limiter aux données que l'on qualifie de non identifiantes? Alors, on en a une liste. Cette liste n'est pas exhaustive, mais on a une liste des données non identifiantes. Alors, en gros, ce sont des données relatives à l'âge du donneur, à la nationalité du donneur, à sa situation familiale, à la manière, à son état de santé au moment du don, etc. Donc, des données qui ne permettent pas de l'identifier. Donc, est-ce qu'on doit se limiter à ces données non identifiantes ou est-ce que l'on doit viser plus large et permettre à l'enfant issu du don d'avoir connaissance de l'identité de son donneur? Alors, le Sénat, encore une fois, était plutôt favorable à limiter un peu les choses et d'autoriser la divulgation de l'identité uniquement si le donneur y consentait expressément, mais après le don, donc après la conception de l'enfant. L'Assemblée nationale, elle, était au contraire beaucoup plus favorable à voir le plus largement possible, à permettre à l'enfant d'accéder à l'identité sans aucun veto possible de la part de son donneur. Comme bien souvent en matière de bioéthique, c'est la conception de l'Assemblée nationale qui a primé, ce qui fait que désormais, tous les enfants issus d'un don vont pouvoir demander à connaître l'identité de leur donneur. Et enfin, la troisième question qui s'est posée, diapositive suivante, c'est de savoir comment ce droit pouvait être garanti, comment ce droit, par quel processus l'accès aux origines pouvait être effectif. Et afin de garantir l'effectivité, trois mesures principales ont été adoptées par le législateur. Diapositive suivante, s'il vous plaît. La première mesure, je l'ai évoquée rapidement il y a un instant, c'est par rapport au consentement au don. Le deuxième alinéa de l'article 2143-2 du Code de la santé publique précise qu'au moment du don, le donneur va devoir consentir de manière expresse à ce que les données le concernant puissent être éventuellement transmises à l'enfant si l'enfant le souhaite. Autrement dit, le législateur a souhaité s'assurer dès le moment de la réalisation du don
qu'il n'y aurait pas d'obstacle à la divulgation d'informations relatives aux donneurs. Et là, vraiment, le législateur est allé jusqu'au bout du processus, si je puis dire, parce qu'il considère, en réalité, il faut considérer que le consentement à la divulgation de ces informations, identifiantes ou non, constitue une condition essentielle, c'est-à-dire obligatoire, du don de gamètes. En revanche, je tiens à préciser que le fait de consentir à ce que certaines informations concernant le donneur, que le donneur consente à la divulgation de certaines informations le concernant, ne signifie pas pour autant qu'il s'engage à rencontrer l'enfant si l'enfant le demande. Il admet simplement que certaines informations le concernant seront transmises, mais en aucun cas, il ne s'engage à rencontrer l'enfant. Il n'y a aucune injonction à ce sujet. Même si en pratique, on peut se douter qu'il y aura une certaine forme de pression qui sera effectuée en ce sens, mais en tout cas, juridiquement, il n'y a aucune injonction en ce sens. Une deuxième mesure a été prise par le législateur, diapositive suivante s'il vous plaît, par rapport à la collecte des données. Certaines informations relatives aux donneurs ont été réunies, collectées au moment de la réalisation du don, mais encore faut-il, pour que l'enfant puisse concrètement accéder, avoir connaissance de ces données, encore faut-il que le cahier soit tenu à jour, si je puis m'exprimer ainsi, après la naissance de cet enfant. Et donc, le praticien qui a recueilli le don de gamètes aura l'obligation de collecter toutes les informations relatives à la suite et au suivi des grossesses. C'est-à-dire que le praticien va devoir collecter minutieusement l'identité de tous les protagonistes, celle des donneurs, celle des parents qui bénéficient du don et éventuellement celle des enfants qui sont nés de ce don. Troisième mesure, ou série de mesures, plus exactement, diapositive suivante s'il vous plaît, c'est le processus de conservation et de transmission des données qui a été strictement encadré par le législateur. Collecter les données, c'est une chose, mais ensuite il faut les conserver et pouvoir les transmettre à celui qui va demander à en avoir connaissance. Alors, en ce qui concerne la conservation de ces données, le consensus a été trouvé pour le coup assez rapidement, c'est l'article L2143-4 du Code de la santé publique qui nous donne la réponse. Les données relatives aux tiers donneurs et au suivi des grossesses seront conservées par l'Agence nationale de la biomédecine. Alors ici, je vous le disais, voilà, le consensus a été assez rapide pour la simple et bonne raison que l'Agence nationale de biomédecine est d'ores et déjà compétente en matière de PMA et de génétique humaine, raison pour laquelle voilà, ce point n'a pas beaucoup fait débat. En revanche, en ce qui concerne la transmission des données, diapositive suivante s'il vous plaît, le débat a été plus ouvert parce que il y avait d'un côté, certains ont proposé que cette mission soit confiée au CNAOP. Le CNAOP, c'est le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui est compétent pour accompagner les enfants nés sous X ou adoptés dans la quête de leurs origines. D'autres ont préconisé, au contraire, ont suggéré la création d'une commission ad hoc, c'est-à-dire d'une commission spécifique, au motif que la situation des uns et des autres n'était pas la même, notamment d'un point de vue psychologique. Alors, c'est cette seconde solution qui a finalement été retenue. Et à mon sens, elle est certainement beaucoup plus conforme aux réalités vécues par les enfants, par les réalités différentes vécues par les enfants. Hein, le manque, il y a encore une fois, il y a un dénominateur commun, le besoin de connaître ses origines, mais les situations des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Il faut savoir déjà que l'accouchement sous X a été institué pour éviter
on va dire les abandons sauvages. Et puis la loi sur le CNAOP en 2002, sauf erreur de ma part, a été instituée pour essayer de trouver un équilibre entre, d'un côté, l'intérêt de l'enfant qui est en quête de ses origines, et de l'autre, eh bien, l'intérêt de la mère qui a demandé l'anonymat et donc à être protégée par cet anonymat pour des raisons qui lui appartiennent. Quelles que soient les raisons, adoption ou accouchement sous X, quelles que soient les situations, il y a donc toujours un abandon et donc des situations traumatiques avec peut-être l'enfant qui se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on m'a abandonné, est-ce que j'étais pas suffisamment aimable. En revanche, lorsque l'on est dans une situation d'un enfant, lorsqu'on est dans la situation d'un enfant issu d'une PMA, ces questions ne se posent pas, en tout cas ne se posent pas dans la même mesure. Pas en train de dire que c'est plus facile, il y a sans doute d'autres questions qui se posent, mais la question de l'abandon ne se pose pas. Et donc, les situations différentes des uns et des autres ont motivé la création d'une commission spéciale, pour permettre la transmission de ces données. Alors, cette commission spéciale, assume plusieurs missions: accueillir les demandes d'accès aux données biologiques, obtenir la commission de ces données par l'agence de biomédecine, distinguer entre ce qui est identifiant, ce qui ne l'est pas, et puis par rapport aux donneurs antérieure à la loi, elle a aussi la mission de les contacter éventuellement et de recueillir leur consentement par rapport à une éventuelle divulgation de leurs informations. Alors, les contours aujourd'hui de ce droit d'accès aux origines sont connus. Mais les débats ont été parfois houleux. Houleux, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il y a eu débat. Il y a eu débat parce que l'équilibre recherché par le législateur n'a pas été forcément évident à trouver, et il est d'ailleurs certainement beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît de prime abord. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, la création de ce droit, dès le début des débats parlementaires, et même dès le début des États généraux d'ailleurs, les appels à la prudence à ce sujet ont été nombreux. En effet, lever le secret des origines n'est pas sans conséquence, tant pour l'enfant que pour la stabilité de la famille qui s'est construite grâce à ce don, ou à la quiétude du donneur, qui n'a pas forcément intégré ce que transmettre son patrimoine génétique pouvait signifier. Aussi, les spécialistes de tous bords et de toute spécialité ont appelé à la prudence. Alors, plusieurs conséquences ont pu être, plusieurs effets délétères ont pu être, faire l'objet de cet appel à la prudence, et je vais m'arrêter sur certains d'entre eux. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, déjà, il faut savoir que certains détails techniques n'ont pas été réglés. Ou l'ont été, mais avec des réponses très éloignées de ce qui était attendu ou de ce qui était espéré. Par exemple, l'exigence du consentement du conjoint du donneur au moment du don a disparu. Avant la loi du 2 août 2021, la personne qui procédait à un don devait d'abord obtenir le consentement de son conjoint, si conjoint il y avait. Alors, c'est vrai que certaines associations ont demandé à ce que ce consentement disparaisse, soit supprimé, mais à mon sens, ça reste quand même assez étonnant que ce consentement soit supprimé, parce qu'aujourd'hui, le don est par principe anonyme, mais il n'empêchera pas éventuellement qu'un enfant frappe un jour à la porte du foyer du donneur, et cela même alors que le conjoint pouvait ne pas être informé de ce don et peut ne pas s'y attendre. De même, à ma connaissance, la question des dons multiples dans différents sécos n'a pas été réglée. Il faut savoir que la loi limite le nombre de naissances issues d'un même donneur, mais il n'existe pas de recoupement entre les différents sécos, ce qui permet à un donneur de multiplier les dons.
Il y a également l'hypothèse du prédécès d'un enfant issu du don qui n'a pas été prise en compte. Imaginons qu'un enfant issu d'un don, un enfant qui est lui-même devenu parent, décède avant qu'il n'ait demandé à accéder à ses origines biologiques. Quels sont les droits pour ses descendants, pour ses ayants droit? Le législateur n'a pas à apporter de réponse à ce sujet. Et puis, c'est aussi la situation de l'enfant né de ce nom de gamètes qui doit être prise en compte, notamment d'un point de vue psychologique. Alors aujourd'hui, la majorité des psychiatres s'accordent pour dire que plus la révélation est tardive, plus les difficultés pour intégrer les informations seront grandes. Or, le législateur nous dit à la majorité, à compter de 18 ans, l'enfant issu du don va pouvoir accéder à certaines données, les données identifiantes, les données non identifiantes. On peut se poser la question de savoir si ce n'est pas un peu tard et s'il ne faudrait pas permettre à cet enfant d'accéder à certaines de ces données un peu plus tôt. De même, et ça pose question par rapport au caractère effectif de ce droit, il n'y a pas d'injonction pour les parents de préciser à leur enfant qu'ils ont été conçus grâce à un don. Alors, ça peut paraître d'un côté tout à fait justifié qu'il n'y ait pas d'injonction à l'égard de ses parents. Hein. À mon sens, la manière dont un enfant a été conçu ne devrait appartenir qu'aux parents, qu'aux seuls parents, et il ne devrait pas y avoir d'injonction tout court, d'autant plus qu'il n'est pas forcément évident d'en parler avec les enfants, et à plus forte raison si la question de la stérilité vient sur la table. Mais il n'en reste pas moins que les parents ne sont pas dans l'obligation de le dire, et donc si l'enfant n'a pas conscience qu'il est issu d'un don, il ne pourra bien évidemment pas demander à accéder à ces données. Et donc on peut se poser la question du caractère effectif de ce droit d'accès aux origines. Diapositive suivante, s'il vous plaît. La question de la stabilité de la cellule familiale au sein de laquelle l'enfant est né doit également être posée. De facto, l'accès aux origines va impacter le lien parent-enfant en proposant à l'enfant une nouvelle référence identitaire. Et concrètement, la question va se poser de savoir ce que l'enfant va faire de ces informations. Est-ce qu'il va chercher à rencontrer son donneur? Est-ce qu'il pourra rencontrer son donneur si le donneur y consent? Dans l'affirmative, que recherche l'enfant? Est-ce qu'il recherche un visage? Est-ce qu'il recherche un parent? Pas de réponse, mais très certainement que cette réponse dépendra principalement de la situation personnelle de l'enfant en quête de ses origines. Il faut savoir qu'avant la loi du 2 août 2021, vous le savez très certainement, les enfants qui souhaitaient accéder à leurs origines, qui étaient issus d'un don de gamètes, avaient forcément un père et une mère, puisque la PMA supposait, le cadre juridique de la PMA avait été conçu de manière à copier la nature, si je puis dire. C'est-à-dire que seuls les couples qui auraient dû pouvoir procréer naturellement pouvaient recourir à la PMA, c'est-à-dire que seuls les couples hétérosexuels en âge de procréer, toujours vivants, pouvaient accéder à la PMA à condition de démontrer l'existence d'un aléa thérapeutique. En d'autres termes, tous les enfants qui naissaient grâce à une PMA avaient nécessairement un père et une mère. Et donc, s'ils étaient en quête de leur origine, ils n'étaient pas en quête d'un père ou d'une mère puisqu'ils en avaient déjà un. En revanche, avec la nouvelle PMA, certains enfants n'auront pas de père. S'ils sont issus d'une PMA d'une femme célibataire ou d'une PMA d'un couple de femmes, la figure paternelle sera absente. Et donc, on peut se poser la question de savoir si cet enfant privé de père ne va pas rechercher un peu plus qu'un visage ou un peu plus qu'un nom. Est-ce qu'il ne va pas rechercher une figure paternelle? Alors, l'enjeu est évidemment crucial et à mon sens, la réponse qui est apportée par le législateur est un petit peu simpliste. Dans la loi de 2021, le législateur a repris l'ancienne interdiction, celle qui existait avant la loi de 2021, c'est-à-dire qu'il a affirmé qu'il n'y aurait pas de filiation entre le donneur et l'enfant. Et pour s'assurer de cette impossibilité, il a à nouveau interdit
le recours aux actions judiciaires en filiation permettant, le cas échéant, l'établissement d'une filiation entre le donneur et l'enfant. Soit, mais penser qu'il suffit d'interdire pour éviter le problème, alors suppose une profonde méconnaissance déjà de la nature humaine. Dans d'autres domaines, on voit que certaines choses interdites n'empêchent pas, je parle des Français parce qu'on est en droit français, d'aller chercher ailleurs ce qui est interdit en France, je pense à la GPA notamment. Mais surtout, c'est méconnaître le droit comparé, qui est quand même une source d'information très importante pour nous, et l'état de la jurisprudence nationale et internationale. À l'instar du droit français, d'autres législations ont d'ores et déjà ouvert l'accès aux origines et notamment l'accès à l'identité du donneur. Alors, la plupart des législations, il est vrai, a un système plus ou moins similaire au nôtre, c'est-à-dire que la plupart des législations rejettent la possibilité d'établir un lien de filiation entre le donneur et l'enfant, mais pas toutes. Certaines législations l'admettent, c'est le cas du droit allemand, c'est pas si loin que ça, et c'est le cas du droit britannique également, si on reste sur le territoire européen. En matière de jurisprudence, du côté de la jurisprudence, on voit que l'actualité est très riche. Il y a énorme, et cela depuis les années 80. La jurisprudence européenne et la Cour européenne des droits de l'homme a affirmé à plusieurs reprises que toute personne avait disposé d'un droit à la reconnaissance juridique de sa filiation, et parfois dans des affaires qui ont concerné la France. Et la Cour européenne des droits de l'homme considère que l'intérêt de l'enfant réside dans l'établissement de sa filiation réelle, dans l'établissement juridique de sa filiation réelle, sous-entendu biologique. En d'autres termes, la Cour européenne des droits de l'homme, on doit vraiment se poser la question de savoir si l'interdiction à la française est pérenne et si véritablement elle va résister à la jurisprudence européenne qui est quand même assez vigoureuse sur le sujet. D'autant plus que certaines jurisprudences françaises commencent un petit peu à introduire cette notion de critères biologiques. Donc, à mon sens, cette position du droit français risque d'être bouleversé, alors peut-être pas dans les 2-3 années à venir, mais d'ici, encore que parfois ça peut aller très vite, mais en tout cas d'ici quelques années. Et puis toujours à l'international, on constate que dans certaines législations qui interdisent l'établissement d'une filiation entre le donneur et l'enfant issu du don, eh bien, la jurisprudence a imposé l'établissement de cette filiation, et je pense notamment au droit canadien qui a d'ores et déjà reconnu l'établissement d'une filiation entre un donneur et un enfant. Alors, dans tous les cas de figure, on doit, diapositive suivante s'il vous plaît, diapositive suivante encore, dans tous les cas de figure, on doit redouter que cet accès aux origines expose l'enfant à un conflit de loyauté entre les parents légaux d'un côté et son géniteur de l'autre. Parce que les premiers ont souhaité son existence, mais c'est le second qui l'a rendu possible. Et cette situation doit d'autant plus être prise en compte que la loi favorise l'émergence d'une distinction, alors de manière insidieuse certes, mais elle favorise l'émergence d'une distinction entre les parents légaux, les parents que la loi désigne, ceux qui sont inscrits comme tels à l'état civil, et ceux que la génétique reconnaît. Et à terme, l'institutionnalisation de cette distinction va indubitablement fragiliser le lien, en tout cas à mon sens, entre l'enfant et les parents juridiques, encore plus si une rencontre avec le géniteur a lieu et que l'enfant se trouve une certaine ressemblance avec son géniteur. Et puis enfin, diapositive suivante s'il vous plaît. Alors, diapositive 20. Il y a un risque qui a été évoqué dès les états généraux de la bioéthique, à plus d'une reprise au cours des débats parlementaires. Et il y a un risque, c'est que l'on aggrave la pénurie des gamètes. Et après, j'ai l'impression que certains rapports commencent à tomber et on constate déjà que les délais s'allongent et que dans certains cas, a priori, il est quasiment possible d'accéder à un don. Alors, il faut savoir qu'avant la loi de 2021, les délais étaient déjà très longs. De mémoire, pour un don de sperme, les délais d'attente
vont de 10-11 mois à 2 voire 3 ans. Et pour un don d'ovocytes, c'est plutôt 18 mois à 4 voire 5 ans. Donc des délais qui sont extrêmement longs parce qu'on est face à une pénurie de dons de gamètes et il est presque certain que cette pénurie va s'aggraver pour deux raisons. La première, c'est que plus de candidats au don, puisque désormais un couple de femmes va pouvoir demander à avoir un don, à obtenir un don, ce qui n'était pas le cas avant, une femme seule également. Et puis également parce qu'il est possible, parce que les donneurs donnent moins. Avec voilà, cette question, si je donne, peut-être qu'à terme, je serai un peu plus qu'un donneur. Et comment gérer ce genre de questionnement. Et puis, du coup, sur le long terme, on se pose la question de savoir si cette aggravation de la pénurie des dons de gamètes, ce principe d'anonymat qui prend quand même un coup dans l'aile, ne va pas remettre en cause le principe de gratuité. Le principe de gratuité prolonge le principe de l'anonymat. Si on met une barrière entre le donneur et le receveur, il n'y a pas de raison de choisir. Il n'y a aucune raison de choisir, et donc si on ne choisit pas, il n'y a pas de raison non plus de vouloir rémunérer. Si on diminue le nombre de dons, la meilleure manière d'en obtenir plus, c'est de rémunérer. Ce qu'on constate dans d'autres États, notamment, je pense notamment à l'Europe du Nord, où certains étudiants financent leurs études grâce aux dons de sperme, principalement parfois aux dons d'ovocytes. Mais si on a la possibilité de choisir, si on a des connaissances sur la formation, on a des possibilités de choisir, et il n'est pas exclu qu'à plus ou moins long terme, eh bien, on choisisse sur le territoire français son donneur en fonction de critères tels que la couleur des yeux, le QI, le domaine social ou je ne sais quoi encore. Alors, il faut quand même savoir que ce genre de pratique existe déjà ailleurs, à l'étranger, et que bien souvent, ce qui se pratique ailleurs finit par arriver sur notre territoire. Donc, ce n'est pas une simple lubie de l'esprit à ce sujet. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Alors, juste un tout dernier mot. Le droit, la loi de bioéthique a créé un nouveau droit, donc les contours ont été définis. Alors, il reste des incertitudes, mais il a été défini. Des questionnements sont nés. Et on voit bien en réalité que voilà, l'équilibre est difficile à trouver sur ce sujet parce que si on se place du point de vue de l'enfant, il sera sans cesse tiraillé entre le besoin de connaître ses origines et bien, le risque d'avoir une référence identitaire qui soit finalement différente des parents avec lesquels il a grandi. Cet équilibre est difficile à trouver. Alors sans doute que l'avenir, le mécanisme est quand même relativement récent, sans doute que l'avenir permettra d'ajuster un petit peu les choses, mais en tout état de cause, voilà, à mon sens, il va falloir attendre quelques mois, voire quelques années pour éventuellement ajuster les éléments. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Ça m'a ouvert des horizons à titre personnel sur la loi de 2021, finalement, que je ne connais pas si bien que ça. Alors, dans le chat, on a des commentaires. Bénédicte, je vous propose peut-être de donner la parole aux deux dernières intervenantes. Il y a Anne-Julie Faté qui est médecin spécialisé justement dans ça, qui était notre intervenante du deuxième webinaire. Je ne sais pas si vous lisez son commentaire, sinon on peut peut-être lui donner la parole, qu'elle le fasse en live. J'essaie de lire les commentaires. Anne-Julie Faté, elle dit « Les délais s'allongent essentiellement parce que les demandes explosent plutôt que parce que les dons diminuent. Et en particulier à Nancy où elle travaille, les dons sont stables. » Alors oui, ça, alors pour l'instant, voilà, encore une fois, la loi est quand même relativement récente, donc c'est le genre d'élément où il faut attendre un petit peu. C'est évident que les demandes allaient exploser. Après, en ce qui concerne voilà, la possibilité que les dons diminuent parce que accès aux origines, il faut, à mon avis aussi, que ce soit
intégrés par les donneurs, ce qui est peut-être encore un petit peu tôt pour le dire, mais là c'est vrai que moi j'ai pas de chiffres à ce sujet. En dehors du fait que les demandes ont explosé, et ça tout le monde s'y attendait bien évidemment, hein, le nombre de couples de femmes ou le nombre de femmes célibataires qui étaient en attente d'un don sur le territoire français était très important, donc ça on s'attendait vraiment à une explosion des demandes. Après sur le nombre de dons de gamètes, c'est vrai que j'ai pas de chiffre exact, on le redoute, mais est-ce que ça va se réaliser? Ça, c'est un autre sujet. Alors là, je vois la question CHRU Purson-Guévirly. Alors, sur la question de savoir si les donneurs pourront avoir la possibilité de savoir si un enfant est né de leur don. Alors, cette hypothèse avait été envisagée lors des débats de la bioéthique. Alors, je ne sais plus si c'était première, deuxième lecture de l'Assemblée nationale, qui avait effectivement, les députés avaient proposé effectivement que le donneur puisse avoir accès à ce type d'information. Les législateurs avaient envisagé, enfin les députés avaient envisagé que le donneur puisse demander à avoir connaissance des éventuelles grossesses et des éventuelles naissances consécutives à leur don. Ça n'a pas été retenu. Pour le coup, c'est le Sénat qui a eu le dernier mot. Alors, je ne vais certainement pas présager de l'avenir, mais c'est tout à fait possible. Et moi, j'ai tendance à dire qu'en matière de bioéthique, quand on ouvre la porte, en général, on s'y engouffre et on va jusqu'au bout. Enfin, voilà. C'est une première étape et je pense que ça n'est pas la dernière en matière d'accès aux origines. Et je pense effectivement que, alors peut-être pas dans la prochaine réforme, mais je pense effectivement qu'à plus ou moins long terme, les donneurs pourront avoir ce genre de possibilités, d'autant plus si les donneurs ou les associations de donneurs en font la demande. Moi, j'ai une question sur la filiation. J'ai bien compris que la CEDH, elle dit que il y a un lien, il y a une filiation entre le donneur et l'enfant. Non. La CEDH ne dit pas qu'il y a une filiation entre le donneur et l'enfant. Il n'y a pas de filiation, mais la Cour européenne des droits de l'homme considère que la possibilité de faire établir sa filiation fait partie des éléments essentiels. En d'autres termes, si vous voulez, dans votre état civil, vous avez différents éléments. Vous avez le nom, l'âge, le sexe, etc. Et la filiation avec vos parents ou avec plutôt avec vos parents, puisqu'on prend les choses plutôt dans ce sens-là. Pour la Cour européenne des droits de l'homme, la filiation fait partie des éléments essentiels de l'état des personnes. Et pour la Cour européenne des droits de l'homme, la possibilité de faire établir une filiation juridique conforme à sa filiation biologique est dans l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire que pour l'instant, la Cour européenne n'a pas véritablement imposé aux législations de faire établir une filiation juridique conforme à la filiation biologique. Mais elle considère que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Vous saisissez la nuance, elle considère que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Et donc, il n'est pas exclu qu'à l'avenir, certaines législations modifient l'état du droit sur ce point. Je ne sais pas si j'ai été bien claire sur ce point. Mais justement, là, je me plante sur le point de vue du droit. Si l'enfant s'il y a un lien de filiation, ça veut dire que sur le plan juridique, par exemple, il y aurait un lien successoral? Oui. Une vocation successorale. En droit français, la vocation successorale est inhérente à la filiation. Dès lors que vous êtes identifié comme le descendant d'un individu, dès lors que vous êtes identifié juridiquement comme le descendant d'un individu, vous avez une vocation successorale. Donc, si la filiation devait un jour s'établir entre un donneur et l'enfant issu de ce don, eh bien, l'enfant pourrait prétendre à la succession. Oui, mais on n'y est pas encore quand même. On n'y est pas encore parce que le droit français nous dit aujourd'hui pas de filiation, pas d'action judiciaire en filiation.
Donc, la Cour européenne, si vous voulez, la Cour européenne nous dit c'est dans l'intérêt de l'enfant que la filiation biologique soit conforme à la filiation juridique. Certaines décisions de la Cour de cassation vont d'ailleurs en ce sens. En matière de GPA, on voit que la Cour de cassation a utilisé ce critère biologique pour légitimer certaines pratiques sur notre territoire. Mais pour autant, on n'y est pas encore, parce que pour l'instant, prenons la situation d'un enfant qui est né grâce à une PMA effectuée dans un couple de femmes. L'enfant aura deux filiations maternelles. Donc, le droit français nous dit 2 filiations, pas 3. Donc, ça veut dire que cet enfant, dans un premier temps, devrait commencer à faire effacer l'un des 2 liens de filiation pour pouvoir faire établir un autre lien de filiation. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et donc, pour l'instant, le droit français l'interdit. Le droit français l'interdit, mais la Cour européenne nous dit que c'est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir une filiation conforme à sa filiation, enfin une filiation juridique que ça conforme à la filiation biologique. En fait, en droit français, on a 3 conceptions de la filiation. On a la filiation juridique telle qu'elle est établie à l'état civil, qui correspond ou pas à la biologie. On a la filiation sociale ou sociologique telle qu'elle est ressentie, c'est-à-dire l'identité avec laquelle on grandit, et on a la filiation biologique. Et dans la mesure du possible, le législateur français souhaite que la filiation biologique et la filiation juridique correspondent. Donc, si elles ne correspondent pas, l'enfant va pouvoir effectuer ses actions en recherche de paternité ou de maternité selon la situation. Sauf pour la PMA. Le fait qu'il y ait une PMA, aujourd'hui, c'est une fin de non-recevoir. S'il y a PMA, pas d'action en filiation, pas d'action judiciaire en filiation dans un sens comme dans un autre d'ailleurs. Un enfant qui serait issu d'une PMA dans un couple hétérosexuel, qui sait que son père n'est pas biologiquement ne lui a pas transmis son patrimoine génétique, ne peut pas effectuer une action en contestation de sa filiation paternelle, en l'état actuel du droit positif. Mais la jurisprudence européenne pousse. Et mon expérience de juriste montre que la Cour européenne évolue par petites touches et que c'est bien souvent sous l'influence de la jurisprudence européenne que les législations nationales évoluent. Et on l'a vu dans plusieurs domaines, notamment. Ça mène potentiellement à des conflits pas possibles. Je rebondis sur l'exemple que vous avez donné de l'étudiant scandinave qui finance ses études. Là. Il donne 25 fois son sperme pour financer ses études. Et puis après, il se marie, ils fondent une famille, il a 2 enfants. Si jamais on établit une filiation avec ces 25 dons qui, par hasard, ont donné 25 grossesses qui sont arrivées à terme, avec cette possibilité d'établir une filiation avec ces 25 enfants, il se retrouverait à la tête d'une succession divisée en 27 ? C'est pas impossible. C'est pas complètement impossible. Après, je ne connais pas l'état du droit scandinave. Hein. Non, mais si on suppose qu'il y a une filiation juridique qui est établie dans ce cadre-là, ça peut mener à des situations complètement ubuesques. Oui, mais alors c'est pour ça que je dis je ne connais pas l'état du droit scandinave, parce qu'en droit français, les descendants sont réservataires. C'est-à-dire que si vous avez un enfant, il va hériter quoi qu'il arrive. La notion de réserve n'existe pas dans toutes les législations. Donc, alors, je ne sais pas ce qu'il en est en nord de France, mais si je prends l'exemple qui me vient à l'esprit en droit californien, affaire Johnny Hallyday, les enfants ne sont pas réservataires, donc il ne serait pas impossible que le donneur dise il n'y a que mes enfants, les enfants que j'ai élevés qui vont hériter et puis exhéréter les autres. Ça, c'est pas impossible. Mais effectivement, juridiquement, ce genre d'hypothèse n'est pas possible. Alors après, il faut voir aussi comment les choses vont évoluer, quels sont les garde-fous que l'on pourra poser pour éviter d'arriver à ce genre de situation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon sens, juridiquement, ça n'est pas impossible. Ça n'est pas impossible qu'un jour, un lien de filiation entre le donneur et l'enfant soit installé. Et si je prends le cas du droit allemand, par exemple, et je crois que le droit britannique est relativement proche du droit allemand. Le droit allemand aujourd'hui, alors la conception du droit allemand par rapport aux dons est très différente de la nôtre, et surtout la conception de la maternité est un peu différente de la nôtre. Mais si je prends le cas du droit allemand, l'enfant va pouvoir faire établir sa filiation avec son donneur, mais à condition qu'il n'y ait pas d'ores et déjà une filiation légalement établie. C'est-à-dire que si l'enfant a un père et une mère, eh bien, même si son père ou sa mère, parce que c'est vrai qu'on pense souvent au don de sperme, mais ça peut être un don d'ovocyte, ça peut être aussi un transfert d'embryon, mais s'il a déjà un père et une mère, il ne pourra pas aller chercher un 3e parent. S'il n'a qu'un père et pas de mère, il pourra éventuellement faire établir sa filiation maternelle en apportant la branche
preuve biologique que la donneuse est bien sa mère. Et pareil pour le don de sperme, ce qui sera la situation qui reste les situations les plus fréquentes. Et s'il a deux mères, il pourra aller chercher son père. Alors, le droit allemand, c'est deux parents ou c'est un père et une mère? En droit allemand? Oui. Alors, est-ce que la PMA pour toutes en Allemagne, j'ai un doute. Je ne crois pas que la PMA pour toutes en Allemagne, j'ai un doute sur la question. D'accord. Bénédicte, je propose que vous donniez la parole à Alain Léon parce qu'il pose une question dans la rivière que je ne comprends pas, donc j'aime autant qu'il la pose oralement. Oui, je vais lui donner la parole. Juste un petit instant. Joël dans les remasses, Béatrice Delépine a tout à fait raison. En France, c'est vrai qu'on n'arrivera pas à 25 000 enfants issus d'un don parce qu'en France, on limite le nombre de naissances par don à 10. Donc, on n'arriverait pas à ce genre de situation. C'est pas mal quand même, 10. C'est déjà pas mal, on est d'accord. Avec juste cette petite nuance que voilà, il n'y a pas forcément de recoupement entre les sécoses, donc parfois on donne un peu partout, puis du coup, voilà, puis on dépasse le nombre de 10. Mais voilà, c'est vrai qu'en France, les choses sont limitées. Je sais pas, et encore une fois, je ne sais pas ce qu'il en est à l'étranger. Du coup, je regarde les questions. Voilà, donc Monsieur Léon, votre micro est débloqué. Enfin, il faut juste que vous vous autorisiez vous-même débloquer votre micro et normalement, vous allez pouvoir intervenir. On va vous entendre. Oui, j'ai deux questions. Béatrice a essayé de me répondre, mais ma question demeure. Est-ce qu'il y a un risque à ce qu'un homme, père de sa fille, donneur de spermatozoïdes, devienne en fait le père d'un enfant qui est issu d'un ovocyte de sa fille donneur d'ovocytes? Alors, si j'ai bien compris la question, la fille est donneuse, le père est donneur, c'est ça? De sperme. Et qui est un embryon fabriqué avec les deux, c'est ça? Voilà. Alors, je pense que ça ne peut pas arriver, ce genre de situation, pour la simple et bonne raison que, en fait, le double don en France est interdit. Non, mais je veux dire, à l'insu de l'un de l'autre. Alors, ça voudrait dire que la fille reçoit un don de sperme du père? Bénéficie d'un don de sperme et le donneur est le père, c'est ça? Est-ce qu'il y a des garanties pour que, en fait, le spermatozoïde du père ne se retrouve pas avec l'ovocyte de sa fille? Alors, déjà, là, on est dans une situation... On serait dans une situation où c'est la fille qui demande à bénéficier d'un don de sperme. Oui, mais pas celui de son père. Voilà. Alors, il y a quand même, je pense qu'il y a un. Alors là, je laisserai la parole à Béatrice Delépine si ça ne vous embête pas, mais à ma connaissance, c'est pas possible parce que il y a quand même un tri. Alors pas par rapport à l'identique, mais il y a quand même un tri des gamètes précisément pour éviter ce genre de situation, si je ne m'abuse, Béatrice. Je ne sais pas si elle peut. Oui, Madame Delépine, normalement c'est bon. Alors, je ne sais pas si elle peut. Je ne l'entends pas, moi. Non plus. Non, normalement, c'est OK. Il faut juste que vous débloquiez votre micro vous-même, en fait. Moi, je l'ai débloqué de mon côté. Mais sinon, avant qu'elle intervienne, je pense que le risque zéro n'existe pas et que ce genre de situation pourrait arriver. Mais lorsque il y a des dons ou voilà, des tentatives de fécondation in vitro, il y a quand même un tri entre les gamètes qui est fait pour éviter notamment la transmission de certaines maladies ou choses comme ça. Donc, je pense que en théorie, c'est possible, mais en pratique, ça ne l'est pas. Oui, j'avais une deuxième question en fait que j'ai adressée consécutivement. Est-ce que finalement l'enfant né qui recherche son père, enfin en tout cas d'une mère célibataire par exemple, et qui ne le trouve pas parce qu'en fait le donneur de spermatozoïdes
vous voulez de toute façon rester anonyme. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle responsabilité des grands-parents finalement? Alors, juridiquement, pour moi, il n'y a pas de nouvelle responsabilité. C'est-à-dire que le droit de la filiation a été bouleversé, mais la notion d'autorité parentale, pour l'instant, n'a pas été touchée. C'est-à-dire que l'autorité parentale, ce sont les parents, le père, la mère. S'il n'y a qu'un seul parent, eh bien, l'autorité parentale sera exercée unilatéralement par cet unique parent. Les grands-parents ne sont pas titulaires de cette... Par principe, les grands-parents ne sont pas titulaires de cette autorité parentale, donc ils n'ont pas plus de responsabilité à l'égard de l'enfant, mais ça, c'est la situation que l'on rencontre PMA ou pas PMA dans toutes les situations monoparentales. Après, est-ce que le grand-père pourrait faire office de figure paternelle? Ça, c'est encore le même problème. C'est la situation que l'on retrouvera dans toutes les figures, dans toutes les familles monoparentales. On dit que chaque enfant se choisit une figure, un référent paternel ou maternel selon la situation. Mais là, pour moi, la situation n'est pas différente, que ce soit une PMA célibataire ou une famille, une mère célibataire, une famille monoparentale dans laquelle la figure du père n'est pas connue. En revanche, si votre question c'était par rapport à l'établissement de la filiation entre l'enfant et le grand-père, ça ce sera strictement interdit. Ça fait partie des situations interdites. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à une situation d'inceste n'est pas possible. Donc l'enfant ne pourra pas voir sa mère comme mère et son grand-père comme père. D'accord. Il y a une réponse dans le chat de Madame Delépine. Dans le chat, il y a une question d'Arnold, je ne sais pas si vous pouvez la lire. Alors, un couple a des enfants. Alors, j'ai débloqué le micro, sinon, si vous voulez, Arnold, prendre la parole pour pouvoir vous expliquer. Bonsoir. Bonsoir. Je me posais la question, vous avez un couple qui a mettons 2 enfants. Les enfants décèdent pour une raison X, accident, je ne sais pas quoi. Le père a été donneur dans le passé de spermatozoïdes. Le couple a une demande de recherche, parce qu'ils ne peuvent plus avoir d'autres enfants, de connaître en fait les enfants nés de ces dons de sperme. Parce que peut-être qu'à l'avenir, ce genre de situation peut se poser aussi. Alors, à l'avenir, ce genre de question pourra se poser. En pratique, juridiquement, ça ne donnera, en l'état actuel du droit positif, ça ne donnera lieu à rien. La création de ce droit d'accès aux origines est un droit qui, pour l'instant, n'appartient qu'aux enfants issus d'un don. Voilà, donc les parents, et ça recoupe un peu la question qui a été posée tout à l'heure là sur, je ne sais plus où c'était, sur la question de savoir si un donneur pouvait avoir connaissance des naissances consécutives à leur don. Ils n'ont pas connaissance de ça, et s'ils n'ont pas connaissance des éventuelles naissances, ils ont encore moins connaissance de l'identité des enfants. Les enfants pourront les retrouver, mais l'inverse pour l'instant n'est pas possible. Une question complémentaire aussi par rapport à la filiation. Est-ce que le texte pour l'instant est dans l'état? Est-ce qu'il pourrait être révisable? Est-ce qu'il sera pérenne par rapport à la décision du moment où ça a été fait ou pas? Est-ce que cette filiation, dans la mesure où les gens se sont engagés, sachant que le don ne créera pas filiation, est-ce que la loi pourra remettre en cause ces engagements-là actuels? Alors, un effet rétroactif, ou enfin, je ne sais pas comment expliquer. En principe, la loi n'est pas rétroactive. Donc, si à l'avenir, mais ça, si ce genre de situation, si le législateur devait entériner la filiation entre un donneur et l'enfant issu de ce don, ce ne sera pas, à mon avis, ce sera dans quelques années, enfin, ce sera pas pour tout de suite. Même si parfois en matière de bioéthique, ça va quand même beaucoup plus vite que ce que l'on croit. Donc, si jamais le législateur devait changer son fusil d'épaule, on a un principe de non-rétroactivité de la loi. Ce qui fait que, eh bien, tous les enfants nés avant l'entrée en vigueur, tous les dons même, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, eh bien, c'est en gros l'ancien contrat qui continuerait de s'appliquer. C'est-à-dire que les donneurs, au moment où ils ont donné leurs gamètes, les donneurs se sont engagés, enfin, ont accepté que des informations les concernant soient transmises, mais pas plus. Ils n'ont pas consenti, 1, à rencontrer les enfants, et 2, à ce qu'un lien de filiation soit établi avec l'enfant. Donc, par respect de cette non-rétroactivité de la loi, pour eux, rien ne changerait.
En revanche, c'est ce qu'on constate là par rapport à la divulgation des informations. Les donneurs qui ont donné avant l'entrée en vigueur de la loi n'ont pas consenti à ce que des données les concernant soient transmises, mais ils peuvent y consentir après. Donc rien n'interdirait qu'après coup, les donneurs consentent à ce que ce lien de filiation soit établi. Merci. Mais ce sera un consentement supplémentaire et express du sujet. Après, je pense que si on devait en arriver à cette situation-là, ce sera d'abord le fait de la jurisprudence. Dans les situations pour les PMA, pour les femmes célibataires qui ont eu recours à la PMA. Je pense que ce sera la première étape. Je pense que cette possibilité ne doit pas être exclue, mais dans un premier temps, elle sera limitée. Madame Delépine, si vous voulez intervenir, j'ai à nouveau débloqué de votre micro. Essayez de voir de votre côté si ça fonctionne. Donc, du coup, je pense que son micro fonctionne. Madame Delépine, là, elle posait la question de l'accompagnement psychologique des enfants, qui était une préoccupation des SECOS. Oui, je vois la remarque. Et la réponse de Madame Moss en dessous. Ah ben voilà. Voilà, effectivement, il y a un accompagnement qui est proposé par la commission. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le CNAO pour les enfants adoptés ou nés sous X et la commission spéciale pour les enfants issus d'une PMA ont aussi une mission d'accompagnement des enfants en quête de leurs origines. Après, la qualité de l'accompagnement dépendra beaucoup des moyens, dépendra beaucoup de l'identité des personnes et dépendra beaucoup de tout un tas de paramètres, mais l'accompagnement est prévu par le législateur. Mais voilà, je rejoins pour le coup Béatrice à propos de ses inquiétudes. Je rejoins Béatrice à propos de ses inquiétudes, même si l'accompagnement existe dans les textes. La question, ça va être de savoir s'il y a 5% ou 80% des enfants qui veulent avoir accès à leurs origines. Parce que ça, c'est vraiment très important. Ouais, mais pour l'instant, on n'a aucun chiffre à ce sujet. J'aurais tendance à dire qu'on a une part importante des enfants qui vont vouloir avoir accès à leurs origines. Quand on voit l'affaire Arthur Karmelsen, elle est quand même assez symptomatique, mais elle révèle, à mon sens, que les enfants sont en quête d'une partie de leur histoire, même si pour Arthur et pour tous ceux nés avant l'entrée de la loi, c'est juste un visage, mais je pense que oui, je pense que la proportion d'enfants sera assez importante. Et peut-être même plus encore lorsqu'il n'y a pas de figure paternelle. Ah bah ça c'est clair. Enfin, moi je pense que celui qui a zéro figure paternelle, il va fantasmer sur ce père qui n'existe pas, et encore plus que celui qui a un père et une mère au quotidien, quoi. Vous avez l'air de suggérer dans votre diapo que la déstabilisation de la cellule familiale, elle serait plus importante dans ce cadre-là que dans le cadre de l'adoption. Alors, si c'est ce que j'ai voulu, si ce que vous avez compris, c'était pas du tout l'objet de mon propos. Je pense que ce sont vraiment deux problématiques différentes. Deux problématiques différentes. Quand on est dans le cadre d'une adoption, ça veut dire qu'il y a forcément eu un abandon à la base. Oui. Cet abandon doit déjà être géré par l'enfant, plus ou moins bien vécu. Les parents peuvent aussi, de leur côté, avoir eu besoin de digérer le fait de ne pas avoir d'enfant biologique. Je pense que c'est aussi ce qui fait le succès de la PMA, c'est que enfin voilà, finalement, il y a quand même un besoin de transmettre son patrimoine génétique. Alors là, encore une fois, j'ai pas de chiffres, j'ai pas de certitude, mais j'ai l'impression que l'adoption vient après. Voilà, quand un couple a des difficultés à avoir un enfant, on pense d'abord à la PMA, et puis ensuite, quand la PMA ne fonctionne pas, on se tourne vers l'adoption. Donc l'adoption, il y a toujours un abandon au début. Et puis l'adoption doit se faire dans les deux sens. Les parents doivent adopter,
leur enfant, mais l'enfant doit aussi adopter ses parents avec des difficultés autres. Non, je dirais pas qu'une situation est plus facile dans un cas comme dans un autre, mais dans l'adoption ou l'accouchement sous X, il y a forcément eu un abandon à l'origine. Voilà. Et puis, ce qui veut dire que le géniteur ou la génitrice plus souvent d'ailleurs, n'en a pas voulu. Et pour l'enfant, ça peut générer des questions. Est-ce que ça veut dire qu'il ne m'a pas aimé? Est-ce que j'étais pas aimable? Alors que ça peut être des questions qui n'ont rien à voir avec la question de l'amour, hein, mais ça peut être simplement simplement. Je connais mal le sujet, donc je voudrais pas dire de bêtises, mais ça peut être aussi une femme qui, pour des raisons, ne se sent pas capable d'élever un enfant pour telle ou telle raison. Donc voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'a pas aimé son enfant, mais simplement qu'elle ne s'assumait pas la possibilité. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est quand même deux situations très différentes avec d'un côté et de l'autre, ce qui explique que les réponses soient différentes, même s'il y a toujours ce dénominateur commun. Il y a Madame Moss dans La Rivière là, qui met que pour les enfants nés sous X, seulement 10% recherchent leurs origines. Oui, mais ça, je ne le savais pas. Je pensais que la proportion était plus importante. Ceci dit, il y a une variable qu'on ne connaît pas, c'est le nombre de parents qui avouent à leurs enfants qu'ils sont issus d'une adoption. Un père et une mère ne sont pas obligés de le dire à leur enfant. Non. Tandis que deux mères, ça va être clair pour l'enfant qu'il manque un père. Non, effectivement, les parents ne sont pas obligés de le dire, mais ça apparaît à l'état civil. Donc, vous faites une demande d'état civil, vous avez la mention adoption sur votre état civil. Ah oui, donc c'est obligé, l'enfant le sait obligatoirement. Il le sait obligatoirement, sauf s'il ne fait jamais de demande d'acte d'état civil, ce qui n'arrive jamais en fait. Mais, dès qu'il va se marier, dès qu'il va vouloir acheter une maison, dès qu'on va lui demander un casier judiciaire. Ouais, donc voilà, mais ce qui veut dire qu'il peut se marier, ça peut être avant 18 ans, ça peut arriver tardivement, mais à mon sens, il n'y a effectivement pas d'obligation de le dire, mais l'enfant finira par le savoir, mais en revanche, il peut le savoir tardivement. D'accord. Vous ne voulez pas intervenir, Madame Moss, là, oralement, pour nous expliquer pourquoi c'est un gros problème pour la CNAOP? Je vais vous donner la parole. J'arrive. Voilà, c'est bon, Madame Moss, normalement, vous pouvez vous exprimer. Oui, bonjour, oui. Donc, effectivement, vous parlez beaucoup des enfants nés sous X, mais les enfants nés sous X, d'une part, il n'y en a pas beaucoup qui demandent à avoir accès à leurs origines. Et effectivement, j'ai beaucoup participé à la loi bioéthique, puisque je me suis beaucoup battue pour qu'il n'y ait pas, que ce ne soit pas confié au CNAOP la recherche des origines des enfants nés par PMA. Donc, c'est un dossier que j'ai suivi pendant 1 an et demi. Mais s'agissant des enfants qui ont été adoptés, systématiquement, les enfants ne savent pas qu'ils ont été adoptés. Et nous avons souvent des personnes qui, à 50 ou 60 ans, lors du décès de leurs parents biologiques, lors du décès de leurs enfants adoptifs, découvrent qu'ils ont été adoptés. Et c'est à ce moment-là vraiment une quête qui est très douloureuse pour eux, parce qu'ils ont vécu effectivement toute leur... On ne vous entend plus. Madame Moss. Qui a été gardée pendant plusieurs années. Alors, je ne comprends pas. Là, vous dites deux choses contradictoires, là. Je croyais que quand l'enfant faisait un acte, enfin, réclamait un document d'état civil, c'était... Oh, on peut arriver à 50 ans. Oui, mais on peut arriver à 50 ans sans avoir eu besoin d'un document d'état civil? Ou on peut aussi le demander et pas le lire. Il ne demande pas un acte de naissance intégral, il demande un extrait, et sur l'extrait, ce n'est pas marqué. Et ce n'est que sur l'acte intégral. Et il y en a beaucoup qui ne demandent pas l'acte intégral. Ah, sur un extrait d'acte de naissance, ce n'est pas marqué? Non, non. Ah, ce dont on a besoin en général, c'est d'un extrait d'acte de naissance, plus que pour la vie. Ce n'est pas mentionné qu'on est adopté. D'accord. Et après, on peut légitimé d'ailleurs. D'accord. Oui, donc le chiffre que vous citez, Madame Moss, on ne peut pas savoir réellement si c'est la volonté des enfants ou pas. C'est-à-dire qu'évidemment que s'ils ne savent pas qu'ils sont adoptés, ils ne vont pas demander l'identité du père adoptif. Donc, vous connaissez la proportion d'enfants qui ignorent qu'il est adopté?
C'est un chiffre qui n'existe pas, ça. Le problème, c'est que nous, on recherche des parents biologiques depuis le début des années 1900, parce qu'en fait, on estime que il y a à peu près il y avait entre 600 et 1000 naissances dans le secret par an depuis le début des années 1900. On met à part les enfants qui ont été abandonnés avec le nom de la mère, parce que dans ce cas-là, ils ne sont pas nés sous X. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés à la naissance, mais avec le nom de la mère. Et donc, dans ce cas, ça figure à l'état civil et après, ils sont adoptés. On distingue les enfants nés dans le secret des enfants abandonnés avec le nom de la mère. Mais depuis les années 1900, on estime à peu près 120 000 enfants nés dans le secret. Ah oui, quand même. Depuis les années 1905, oui, à peu près. Parce que maintenant, ce sont les petits-enfants qui parfois demandent, qui découvrent que leur mère a été, ou que leurs parents ont été, sont nés dans le secret, et dans ce cas-là, ils recherchent les grands-parents biologiques. Mais bon, je ne vais pas vous développer tout le CNAOP aujourd'hui parce que c'est très très long. Non, moi en tout cas, il est 20h maintenant, c'est-à-dire qu'on est arrivé un petit peu au bout de ce séminaire. Je voudrais remercier notre oratrice parce qu'en tout cas, on a vu que son intervention a suscité beaucoup de questions. Je pense qu'on aura tous fait des progrès sur cet aspect un petit peu particulier de la loi de bioéthique qui n'a pas vraiment été mis en lumière autant que la PMA, par exemple, par les médias. Et je pense qu'on sort tous un petit peu enrichis, en tout cas, de ces échanges. Merci beaucoup, Madame Gilson, de cette intervention. Merci à tous ceux qui ont sacrifié leur début de soirée pour écouter un webinaire sur l'éthique. Et je vous rends à vos obligations personnelles. Merci encore. Excusez-moi, j'aurais voulu faire une intervention complémentaire. Allez-y. C'est le problème des maladies génétiques, et notamment que ce soit pour la PMA ou que ce soit pour les enfants nés dans le secret, c'est lorsque l'enfant, qu'il soit né dans le secret ou par PMA, est porteur d'une maladie génétique, comment on fait la recherche de la parentèle. Et inversement, quand un donneur de sperme ou de gamètes ou une mère qui a abandonné son enfant est porteuse d'une maladie génétique, comment fait-on pour alerter la personne qui est née qu'elle est susceptible de développer une maladie génétique? Et ça, c'est un point sur lequel on travaille beaucoup avec la DGS pour assurer cette information tout en préservant les droits des personnes. C'était un complément que je voulais juste donner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, merci à Anne Gilson et merci à tous. On vous donne rendez-vous bientôt. Cette fois-ci, de manière physique. Donc, si vous êtes à Nancy le 28 juin, de 17h30 à 19h30, on vous invite à une conférence improvisée du théâtre, donc avec la troupe Once Upon a Time, qui nous parlera du tact dans le soin. Et le lendemain, si vous êtes plutôt du côté de Metz, on vous invite à l'amphithéâtre de Manges au niveau du campus du Saulcy pour à nouveau une intervention de cette troupe sur la confiance dans le soin. Donc vous recevrez bientôt les invitations via vos emails et on vous attend nombreux. Voilà, donc un grand merci à tous pour votre participation, puis on vous dit à très bientôt. Et bonne soirée à tous.